Vous devez avoir un regard sur vous-même à ce stade de votre parcours où, mine de rien, vous avez commencé à accumuler une certaine expérience. Là, vous devez vous dire, waouh, je suis pas au sommet, mais je commence à le tutoyer en tout cas, parce qu'il y a eu ces 3 étoiles de Jean-François Piège. Là, vous êtes en première ligne, vous êtes aux côtés d'Alain Ducasse. Enfin, quand vous rentrez chez vous le soir, vous devez dire à votre compagne, bon, là en ce moment, ça envoie. C'est pas rien. On est un peu fiers, ouais. Ouais. On est un petit peu fiers, et puis on se dit, encore une fois, le travail a porté ses fruits. Voilà. Il y a eu des années où, où j'avais peu de temps, hein. Bien 59, c'était intense, hein. On dormait 4 heures par nuit, 4h30 par nuit, hein. T'habites en banlieue, fallait prendre le RER, blablabla. Mais j'ai appris, et maintenant je peux mettre en application. Et donc j'ai une équipe avec moi extra, que des jeunes, pas forcément du groupe du CAS d'ailleurs, hein, mais j'ai des jeunes qui sont motivés, qui ont envie parce que c'est nouveau. Ils sentent bien que ça va être dans l'air du temps, que c'est un truc qui sort des sentiers battus. Enfin, c'est les premières cartes végétaliennes, hein, les pots de céréales, les cocottes blanches aux cocottes vertes. Donc tout à fait nouveau. Et pour un cuisinier, c'est épatant. Hyper stimulant. Ouais. Et donc on réussit notre challenge. Il en vend 5 dans le monde, dans les entretiens, aux places des chefs, puis au bout de 5 ans et demi, l'hôtel change 2 fois de propriétaire. Il fallait que je justifie avec le propriétaire, et à la fin, j'ai dit au propriétaire, je dis, écoutez, vous avez le téléphone d'Alain Ducasse, appelez-le, ça va aller plus vite, hein. Moi je suis là, j'ai 2 missions, je dois appliquer la mission, j'applique la mission, c'est tout. Et donc j'appelle Alain Ducasse, 6 mois, j'ai dit voilà chef, bon, régler le truc avec le propriétaire, je dis parce que il me fatigue. Et un jour il me dit mais qu'est-ce que tu veux faire? Je dis un jour j'aimerais bien être chef d'un palace. C'est vraiment pour voir un peu. En fait, ce que je trouvais intéressant dans un palace, c'était l'ensemble de ce qu'on pouvait faire. Voilà, c'est un peu comme lui avec ses restaurants annexes, c'est des récréations pour lui. Et nous en fait c'est aussi de se dire ok, 3 étoiles, mais à côté, tiens, j'ai envie de faire... C'est un paquebot. Il y a plusieurs ponts. Voilà, et je trouvais ça intéressant. J'avais acquis un peu d'expérience, donc je prétendais à pouvoir y arriver. Il m'appelle un jour, il me dit, tu te rappelles ce dont on a parlé? Je dis, oui, bien sûr. Et il me dit, c'est toujours l'actualité? Je dis, oui, bien sûr. Il me dit, ce sera le Plaza Athénée, ça te va? Là, je fais, waouh. Vous êtes sûr, chef? Oui, oui. Ok. Et là, je reprends le Plaza Athénée grâce à Alain Ducasse, derrière Jean-François, qui partait, lui, au crayon. Et là, cette année merveilleuse, très stressante. Qu'est-ce que vous découvrez quand vous arrivez là-bas? Parce que c'est un temple... Je retrouve un peu le Louis XV. Dans cette vista, dans cette justesse, exigence, moyens aussi. Hein, on avait les moyens, ce qui avait été mis en place. Mais où il est intelligent, il est super intelligent, le chef, pour ça. C'est quelque part, en changeant de chef, il change de cuisine. Et ça, il le fait évoluer. Il le fait évoluer. Il se sert un peu du background de chacun pour pouvoir évoluer. Et donc, il me fait confiance. Et encore une fois, les testings, on goûte les plats, on échange. Et là, on apprend beaucoup avec lui. En fait, quand vous êtes chef pour Ducasse, c'est ça qui est chouette. C'est que vous échangez directement avec lui. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, les testings, bah voilà, tu te prends des claques. Ou pas, mais ça te fait progresser. Et puis Plaza Athénée, c'était merveilleux, merveilleux. Franchement, c'était un des plus beaux restaurants que j'ai eu dans les mains, le plus beau que j'ai eu dans les mains. Parce que à l'époque, le Plaza Athénée voulait vraiment un Ducasse, donc on était accompagnés, on avait ce qu'il fallait pour pouvoir réussir notre mission. C'était vraiment comme le Louis XV, c'est-à-dire un restaurant dans un hôtel. On est sur du 3 étoiles là. On est de toute façon, cette ambition, elle est de rester, de les maintenir, et énorme enjeu quand même, parce que faire l'ascension pour aller les chercher, c'est une chose. Les maintenir, c'est un délire aussi. C'est un gros stress. Hein. C'est un énorme stress. Premier papier qui sort, comment le petit chef du Spoon va pouvoir succéder au grand Jean-François Piège. Oui, parce que Jean-François Piège, à cette époque-là, il est très exposé. Ouais. Il est au top. Jean-François était au top. Donc, premier article, c'est ça. Deuxième chose, Ducasse se dit je te l'ai pas dit, mais quand tu vas reprendre les cuisines du Plaza Athénée, il y a Arte qui va filmer. Je dis, vous rigolez, chef?
Non, non. Ah, super. Donc voilà, mais encore une fois, un peu d'inconscience de ma part. Encore une fois, je m'investis dans cette mission. Il n'y a pas de compromis. Je connais ma mission, je sais où je veux y aller, et en fait, je suis un peu en mode commando. Vous utilisez vachement ce champ lexical depuis tout à l'heure et depuis qu'on parle d'Alain Ducasse, en l'occurrence ce côté mission. Vous êtes quelqu'un qui avait un peu chevillé au corps l'idée du positionnement juste. Si ça ne vous va pas, vous dégagez et là vous parlez en votre nom et vous êtes capable de vous ériger contre n'importe qui. Mais si vous trouvez juste le positionnement de celui qui peut passer devant ou qui est un peu au-dessus, là vous y allez et vous y allez comme si c'était pour vous Exact. à fond, quoi. Ouais, Parce que vous adhérez, quoi. Ouais, j'adhère, et puis j'aime pas le gris. J'aime bien le noir et le blanc. Ouais. Bon, c'est peut-être un peu basique, mais en fait, voilà, j'accepte cette mission. Du moment où j'ai accepté cette mission et que les termes sont respectés, je suis à 200%. Je suis le meilleur guerrier pour ça. Il va être content de vous avoir sous la main pour le coup. Donc, et Ouais. en l'occurrence, ces 3 étoiles. On les garde. Ouais. Ouais. On les garde, je les garde 7 ans. Je les garde 7 ans, puis au bout de 7 ans, toujours pareil, hein, il faut que je bouge, il faut que je me rechallenge un petit peu. Parce que 7 ans, c'est pas rien pour le coup. 7 ans, c'est. C'est une grosse partie de ma vie. Vous êtes chez vous. Quand vous partez, vous êtes chez vous. Vous connaissez Ah, le ouais. moindre. Non, puis c'était beau parce que t'avais le personnel du Plaza, encadrant, tout ça, qui presque avait la larme à l'œil que je parte. Enfin, c'était super émouvant. Quand vous allez vouloir quitter le Plaza, vous avez quel âge? 2010, j'avais un peu plus de 35 ans. Mais je reprends la serre. Avec une mission, hein, c'était de maintenir les 2 étoiles. Vraiment, j'arrive en septembre, mais il fallait maintenir les 2 étoiles. Mais là, rien à voir avec Alain Ducasse en l'occurrence. Non. Comment Non. Là, vous quittez Alain Ducasse aussi quelque part. Ouais, il me place. Je quitte le 3 étoiles. Le parrain. Il me place chez la serre, donc j'accepte cette mission, je la remplis. Autre institution, enfin, je veux dire, c'est. Ouais, alors là, il y avait besoin d'un peu de dépoussiérer quand même, hein, vraiment. Et donc, j'ai un super directeur de salle, Antoine Petrus, et j'ai une super pâtissière, Claire Hessler. Et là, on dépoussière la serre, quoi, parce que là, c'était tombé un peu, voilà. Bref. Et on réussit notre challenge, hein, on faisait un peu trop de couverts des fois. Des fois, c'était un peu trop, mais je veux dire, Ducasse m'avait appris à ça, c'est-à-dire, est-ce que tu es capable de le faire pour 60 couverts, 80 couverts, ok, que ça sorte toujours pareil, que ce soit rigoureux, régulier et tout ça. On arrive avec une petite équipe à maintenir ces 2 étoiles, à les faire briller, à dépoussiérer la serre. Pareil, la direction, on s'était mis d'accord sur certaines choses, et en fait, ils tiennent pas leurs engagements. Donc je décide de partir. Depuis le début, vous cochez les cases. Vous arrivez, vous remplissez vos missions. Si les choses vous conviennent, vous arrivez au bout et c'est concluant. Si les choses se détournent de ce qui était convenu, vous partez. Vous êtes animé par l'envie du perfect, parce qu'il y a un peu de ça quand même. Ah ouais. Il y a quand même ce truc de, en fait, moi je ne veux pas de tâche dans cette histoire. Exact. Si à un moment ça bug, je n'en serai pas en fait. Soit on va au bout, soit on plante des buts, soit moi je sors du terrain en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, pour moi, c'est très très important ça. C'est voilà, je suis pas une diva, hein, c'est pas ça. Mais je suis un homme d'engagement. Ouais. Voilà, donc. Vous êtes là pour courir, pour planter des buts, et si à un moment les mecs ils jouent pas le jeu, en fait, vous c'est plus votre match, quoi. Voilà. Mais du coup, ça donne un parcours qui est sans concession et qui est fait de soit désolé, j'en serai pas, soit je remporte le championnat en fait. C'est ça. Non, c'est une exigence, hein, au quotidien, même pour ceux qui m'entourent. Hein. Bah ça j'imagine, oui. C'est compliqué parfois. Ouais. Mais donc je décide de partir de chez la serre et je reprends le Shangri-La à Paris. Ah oui.
Superbe hôtel. L'hôtel est pas assez connu, mais l'endroit il est magnifique, le bâtiment, une histoire merveilleuse. Enfin voilà, tout va bien. J'ai un directeur général qui me donne les moyens de pouvoir réussir ma mission. Donc c'était d'avoir 2 étoiles à l'abeille. J'arrive, mais le chef d'avant, Philippe Labbé, avait été remercié au mois de juillet. Moi, j'arrive en janvier. Donc première année, 1 étoile. Je dis, ok, c'est pas grave. Je dis, les garçons, on a 1 an pour avoir 2 étoiles. Une année, on a 2 étoiles. Voilà. Je récupère un homme, enfin une équipe de salle en fait avec Joseph Desserpris qui était un de mes chefs de rang de l'époque du Plaza Athénée, Mathias Ménard, mon chef sommelier qui travaillait avec moi chez Lasserre. On monte une équipe de salle comme je la voulais, voilà, au service des clients, dans la gentillesse, dans l'accompagnement, dans la maîtrise des réservations. C'est-à-dire que chaque client, quand il avait mangé, on imprimait son menu, on le gardait en mémoire, comme ça, quand il revenait, on pouvait lui faire du sur-mesure. Ça, c'est l'exigence du CAS. Ouais. Et donc, on monte ce restaurant en puissance, ça devient une très très belle, je pense, une belle adresse à Paris. On a des clients habitués de plus en plus. Et malheureusement, arrive le Covid. Non, mais alors là, juste avant qu'on rentre dans cette parenthèse, sans grand intérêt, puisque de fait, ça bloque un peu tout le monde, il y a quand même quelque chose qui est significatif à ce stade de votre histoire, c'est que vous dites, vous avez des lieutenants là, qui viennent et qui vous suivent. Alors, c'est plus difficile de parler de soins que de parler de ceux qu'on a suivis, en essayant de les définir et de comprendre ce qui a pu nous plaire chez eux. Mais vous, à ce moment-là, à ce stade de votre carrière, vous vous êtes fait un nom à Paris, en France. Les gens viennent pour vous, les gens vous suivent comme vous, 15 ans auparavant, vous en avez suivi d'autres. Pourquoi, selon vous, ils vous suivent à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait votre approche? Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent? Là, vous avez commencé à parler de valeur, de rapport aux clients et tout. Qu'est-ce qui vous définit, selon vous, à ce moment-là, et qui fait que les gens viennent pour vous? Parce que là, il n'y a pas d'Alain Ducasse, il n'y a plus rien. C'est pas tout ça, c'est pour vous qu'on vient. Le respect de l'humain. En cuisine? En cuisine, en salle. J'ai très très vite eu la chance de comprendre que avant tout un restaurant c'était une équipe et que tout seul on faisait pas grand chose. J'ai toujours essayé au maximum, je pense, de respecter l'humain. Ah mais vous avez travaillé avec des furieux quand même, qui eux devaient frôler l'irrespect, si je peux. pour parler. Et en fait, ça a été ma première exigence quand j'ai été chef. Je me suis dit, je vais pas dupliquer ce mauvais côté. Je veux pas faire ça. C'est pas comme ça que je conçois mon métier. C'est pas dans la souffrance qu'on a le meilleur de quelqu'un. C'est dans l'accompagnement, dans l'intelligence, dans le partage. Je suis tous les jours dans mes cuisines. Ouais, mais comment vous faites pour porter les enjeux? Parce que ça, on a tous envie de souscrire à ce discours. Évidemment que la dureté, l'exigence qui conduit parfois à la violence, elle est indéfendable et c'est pas souhaitable. Néanmoins, il faut quand même avouer que quand on a une pression sur les épaules, qui plus est quand on a des propriétaires, qu'on n'est pas chez soi, qu'on a des enjeux financiers, waouh, en cuisine parfois ça tend forcément. Donc c'est compliqué de rester zen et de miser sur ce que vous dites, sur la bienveillance et tout ça. En fait, la démonstration, moi j'ai toujours dit, une démonstration vaut mieux qu'un grand discours. Donc je suis vraiment presque tous les jours dans mes cuisines à fond. J'essaye d'expliquer un maximum à mes gars ce que j'attends d'eux, ce pourquoi je peux ne pas être content. Si je sens qu'un service ça dérape ou comme ça, en fait très très vite je vais sortir la pièce. C'est-à-dire je vais enlever mon chef de partie ou comme ça, je vais aller le faire. Ou je vais envoyer mon sous-chef le faire pour que le chef de partie soit accompagné et qu'il soit sur le côté. Je suis à l'écoute de mes équipes souvent, le plus souvent possible, mais je suis aussi dans l'exigence. Hein. C'est pas le monde des bisounours, hein. Mais ils savent qu'il y a j'essaye d'être juste. Ce qui est le plus dur dans la vie, c'est d'être juste. C'est de faire la part des choses. Et j'essaye vraiment de capitaliser sur ça. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire que je ne manque pas de respect à mes équipes. Ils me manquent pas de respect non plus. Je les écoute, j'échange avec eux, j'essaye de les amener plus haut. Votre plus grande fierté, c'est quoi? C'est pour moi, en tout cas, ma plus grande fierté, c'est des jeunes que j'ai eus dans mes brigades et qui sont maintenant des chefs extraordinaires. Ça, c'est une grande fierté. Un Kei Kobayashi, un Jocelyn Herland, un Dominique Laurie, et puis d'autres qui sont maintenant chefs une étoile ou chefs entrepreneurs. Et c'est en fait... on a une part de
de responsabilité, mais on a aussi une grande satisfaction de savoir ça. Et que ces garçons, en fait, on les a fait évoluer, on les a fait grandir, on les a amenés à ce niveau d'exigence. Alors il y a des jours c'est plus facile que d'autres. Hein. Il y a des jours je peux m'énerver, où je peux crier. Ça m'arrive pas si souvent que ça. De toute façon, je serai toujours intransigeant. C'est-à-dire que la qualité, c'est ce que je veux. Le respect de mes clients, c'est ce que je veux. Je veux pas mentir à mes clients. Je veux qu'on les soigne et peu importe leur niveau financier. Et ça n'existe pas pour moi ça. C'est un client. Et un client, on le respecte. Là, on se parle des valeurs et votre cuisine, puisqu'on en arrive au stade où on va se mettre un petit peu entre parenthèses, mais votre cuisine à ce stade, elle a dû se façonner un petit peu, parce qu'on a parlé justement des gens que vous avez suivis, que vous avez accompagnés, qui vous ont missionné. Là, à ce stade où vous déployez vous, elle se dessine comment cette cuisine? La base, c'est le jus et la sauce. Ça, ce sera toujours, parce que pour moi, c'est notre ADN de cuisinier français. Mais après, il y a des points d'exotisme, puisque Spoon. Donc, on peut très bien utiliser une pâte de curry qui a rien à faire, on va dire, dans la cuisine française, mais pour moi, va amener quelque chose. C'est l'époque du shawanmushi. Les voyages au Japon, quelques échanges, le travail sur les algues, le côté végétalien. En fait, très, très, très tôt, Spoon m'a guidé sur cette cuisine un peu végétale qu'on avait un peu en Méditerranée, hein, qui est une cuisine à base végétale vraiment. Mais là, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que tous les restaurants que je reprends, j'impose des plats végétaliens. C'est-à-dire que je veux que dans mes cartes, il y ait des plats végétaliens. Parce que un restaurant est un espace de liberté pour un client. Vous faites une table de 5-6, vous les connaissez pas forcément tous, vous connaissez pas leur régime alimentaire. On doit essayer de composer dedans. Et il y a toujours, moi je dis toujours, c'est plus facile de l'anticiper, parce que, en fait, si on amène cette réflexion, le cuisinier sait ce qu'il a à faire, le maître d'hôtel sait ce qu'il a à vendre, et le client sait ce qu'il a à choisir, ce qu'il peut choisir. Donc c'est organisé. En fait, ça aussi, c'est un des trucs que j'aime beaucoup, hein, c'est organiser le truc. C'est-à-dire essayer de l'anticiper. Anticiper ce genre de truc pour que ce genre de plat, ce choix ou comme ça, de façon à ce que quand ça se présente, ça soit naturel. Ouais. C'est plus facile. Après, si vous devez compter sur l'intelligence d'un cuisinier, c'est moins évident, vous prenez plus de risques, c'est moins maîtrisé. Si vous l'avez anticipé, voilà, il y a les process, boum, voilà, c'est fait. En fait, on construit un peu son disque dur, on dirait maintenant, son ADN, à travers Maximin, Cyrino, Ducasse, Spoon. Et en fait, je fais une cuisine qui est contemporaine, avec plein de petits détails étrangers, importés, sur des algues, sur des épices, sur des choses comme ça, mais en ayant une trame quand même, somme toute, assez classique, parce que c'est une cuisine qui me plaît. Hein. Je suis assez chauvin, hein, cocorico, donc je défends la cuisine française aussi, mais elle est pas statique. Ouais. Elle ne doit pas être figée. Ouais, il peut y avoir des entrants, c'est-à-dire qu'il y a le clin d'œil ou la chose qui peut l'amener ailleurs sans la trahir. Sans la trahir. Ça me convient parfaitement, et c'est peut-être un détail de ma cuisine, ouais. Peut-être. Ouais, on sent que vous n'avez pas du tout envie de faire autrement pour le coup, et que vous ne voyez pas pourquoi vous passeriez là. Non, je veux dire, une épice merveilleuse, ça te sublime un plat. Ouais. Ça doit pas passer au-dessus, mais ça peut te sublimer. J'aime pas trop avoir plus de 4-5 goûts dans une assiette, parce que après c'est compliqué pour les analyser. Moi, en tant que client, j'ai du mal, donc je me mets à la place de mes clients, je me dis, on va pas chercher ça. En fait, moi, je dis, c'est simple, mais pas simpliste. Moi, ce que j'aime, c'est dans la cuisine, c'est que ça soit simple, lisible, et que ça soit pas simpliste. C'est-à-dire que derrière, on se dit, il y a un truc là, je sais pas ce que c'est, mais waouh, c'est pas mal. Et c'est ça que je cherche toujours, en fait, à créer une surprise. La cuisine, ça doit être comme ça. Ouais, ça doit vous provoquer, c'est de l'émotion, c'est de la sensibilité. Ça, c'est la manière dont vous construisez l'expérience de votre table, oui. Donc avec du relief, de l'aspérité. C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère que. Ouais. Non, je veux pas que ce soit comme ça. Vous voyez, ça c'est. On va s'ennuyer. Voilà. Il faut qu'il y ait des surprises. C'est-à-dire que là, par exemple, en ce moment, on fait un amuse-bouche. C'est des lentillons de champagne qui sont très très bons. C'est une petite lentille qui est un peu douce, un peu sucrée. Mais je me suis dit, cette lentille, ok, elle est intéressante parce qu'elle est locale, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit surprenant. Et donc, on l'a travaillé avec de la chicorée, un gel anisé. Et en fait, ça lui donne un twist complètement différent. Et les gens redécouvrent le lentillon de champagne. Ouais.
je suis pas prétentieux en disant ça. C'est juste que voilà, ma cuisine, ça va être ça. Ça va être essayer vous la voyez arriver, elle est lisible, elle est normalement compréhensible. Hein. Puis il y a toujours un truc qui fait ah oui, quand même. Voilà, il y a un truc. Voilà, si on fait un agneau, l'agneau il va être souvenir de Cyrino, il va être mariné 4-5 jours dans les épices avant de le rôtir. Puis à côté de ça, je me rappelle que je suis paysan. Ok, donc l'agneau c'est bien, les abats on en fait quoi? Enfin, c'est devenu une réflexion permanente sur ça. Et on va faire une caillette avec les abats de l'agneau parce que l'abat de l'agneau c'est merveilleux, le rognon, le foie c'est voilà. Mais si je les présente comme ça dans l'assiette, ça peut être rébarbatif. Alors que si j'en fais une caillette avec des herbes, voilà, ça lui donne une autre dimension. Et c'est intéressant. C'est comme le pigeon. Avant, le pigeon, c'était un gibier. Maintenant, c'est devenu une volaille, on va dire. Hein, mais à l'époque, le pigeon était un gibier. Donc, quand je fais un pigeon, je fais souvent une rôtie d'abat. Ah oui. À la façon d'une bécasse, vous voyez. Parce que je trouve que ce goût puissant, avec le pigeon, ça marche merveilleusement bien. Cette cuisine qui s'est dessinée là, du coup, de fait, elle se met sur pause avec le Covid. L'aventure parisienne s'arrête là. Oui, on va dire ça comme ça. En fait, je remets en route l'hôtel quand même, hein, parce que j'avais des équipes. Ils décident de fermer l'abeille, donc on se met d'accord avec le nouveau directeur général. Et donc, je décide de venir dans une maison où on est attaché, en tout cas, à un certain art de vivre à la française. Et en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure de mon parcours comme ça, je suis quand même attaché, pas à un patrimoine, mais à des maisons qui ont une âme. Vous voyez ? Et c'est des choses que j'aime beaucoup, ça, en fait. Moi, je suis un passeur d'histoire, hein, parce que après nous, il y aura quelqu'un. Avant nous, il y a eu quelqu'un. Mais j'aime, en fait, ces maisons qui sont habitées. Donc, les crayères vous appellent. Les crayères m'appellent. C'est une évidence pour vous d'arriver ici. C'est une institution dans cette ville, dans cette région. C'est une maison étoilée qui a été habitée pendant une quinzaine d'années, je crois, par Philippe Mille. Bien sûr. Il y a une... C'est un beau challenge. Ouais. Encore une fois. Ouais. Et alors là, vous dites quoi? Bon, écoutez, on va encore repartir. Alors non, là, mes enfants sont grands maintenant. Ils ont fait leur vie, ils sont mariés, ils sont en place, comme on dirait. Mais j'en parle quand même à mon épouse, qui me supporte depuis 36 ans. Première chose que je demande, c'est est-ce que j'ai carte blanche? On me dit oui. Je dis ok, je vous réponds demain. Et donc là, je mature, je réfléchis, j'échange avec mon épouse. Je lui dis voilà, parce que c'est un choix de vie différent. Hein. Christine est restée à Paris, elle a un super boulot à Paris, et donc voilà, elle est restée à Paris. Moi, je vis la semaine ici et je la retrouve le week-end, ou elle vient me voir le week-end. Donc ça se passe très bien, il y a pas de souci parce que elle me connaît. Ouais. Elle sait comment je suis animé. C'est même chouette comme mode de vie, c'est autre chose. C'est agréable. Ouais. C'est agréable parce qu'on se retrouve pour le bon. Enfin, que pour le bon côté. Enfin, voilà, on a envie de se retrouver, de vivre ensemble. Et puis après, elle le sait. Elle sait très bien que je vais être engagé. Que si je suis engagé, elle va pas me voir beaucoup. Elle l'accepte, elle est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance. Et donc, j'arrive au Crayères. Donc, Philippe Mille avait fait un super boulot. Donc, j'arrive derrière. Enfin, je prends la suite. Et puis quelle année? Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an. Ouais, c'est ça. Mars 2024. Voilà. Ça se fait assez rapidement, ça se met en place. Les discussions sont un petit peu longues, mais après ça se met en place rapidement. Les équipes? Une grande partie est partie avec Philippe ouvrir son restaurant, ce qui est logique. Hein. Voilà, donc j'arrive moi avec une équipe de 2 personnes. Donc là, il faut y aller, quoi. Oui. Mais j'ai la chance. En fait, c'est des personnes qui avaient travaillé avec moi avant, soit chez La Serre, soit au Plaza Athénée, donc qui me rejoignent, qui deviennent mes adjoints, qui j'ai toute confiance et qui me connaissent parfaitement. Comment vous envisagez, du coup, maintenant que vous, votre cuisine, forcément, vous la connaissez, vous savez ce qui vous parle et où vous voulez aller, néanmoins, vous êtes au milieu d'un territoire qui a une identité très forte. Hein, c'est pas rien pour la gastronomie, pour la Champagne, évidemment, pour le Champagne, évidemment. Enfin, comment on débarque dans un territoire aussi marqué? En fait, d'abord, on vient vous chercher pour votre ligne culinaire. Donc je vais. Il faut qu'elle épouse quelque chose quand même là. Voilà. Parce que là, vous arrivez dans une maison. Bon. Donc je garde ma ligne culinaire et après on étudie ce qui se passe autour, ce qu'il y a comme produit.
La première année, ça a été faire le tour de tous les producteurs, de voir un peu ce qu'ils étaient capables de faire, la qualité de ce qu'ils avaient, comment on pouvait se mettre en relation, leurs conditions de travail. Enfin voilà. Malheureusement, premier printemps, il pleut énormément l'année dernière. Donc les maraîchers d'ici, ils perdent beaucoup de leur récolte parce que ça coule avec la pluie et le froid. Donc c'est pas grave, on avait d'autres systèmes, voilà. Mais j'écris ma ligne de conduite de la cuisine. En fait, voilà, je pense simple mais pas simpliste, dans une cuisine qui est un peu différente que Philippe. Philippe étant une cuisine un peu plus détaillée que moi, je vais garder ma ligne en fait. Ma ligne, c'est le goût, le goût, le goût. Et je vais pousser à l'extrême ça. Et ça passe par quoi? Ça passe par les jus, des sauces. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cuisiniers qui vous disent moi le goût. Non, mais en fait c'est jusqu'au bout. C'est-à-dire que voilà, la carotte, elle doit être la meilleure du monde. J'ai pas besoin de faire un jus de carotte centrifugé pour la glacer. La carotte, elle doit être bonne. Donc c'est trouver le bon paysan qui est capable de m'avoir cette carotte là. Et la chance que j'ai, c'est avoir un carnet d'adresses de fournisseurs depuis le temps où je travaille, qui sont des partenaires. Ouais. Parce que je veux avoir le choix. En fait, pour moi, le choix, c'est super important. Et donc, la cuisine qu'on écrit, c'est une cuisine un peu différente, pas forcément sur le terroir local. Je le découvre petit à petit, le terroir local. Et vous avez l'ambition qu'il infuse votre cuisine tout de même, ou pas nécessairement? Je ne peux pas me limiter. Je suis pas ultra locavore. C'est pas ma démarche. Ma démarche, c'est d'avoir le meilleur produit français au meilleur moment. Ça, c'est vraiment important pour moi. Je suis pas forcément attaché à faire du storytelling autour de ça. Je vais être attaché à la qualité du produit. En fait, c'est le produit qui va décider. Après, l'histoire de la Champagne, ce qui m'intéresse, c'est le travail avec le vin. Donc, c'est avec le sommelier, chercher des accords, faire des trucs des fois un peu bizarres. C'est-à-dire qu'on va faire, la dernière fois, on a fait infuser on a cuit le Saint-Pierre en infusion de champagne. Et on s'est dit, c'est très intéressant, ça amène une grande acidité, mais comment je vais contrer cette acidité du poisson? Donc on est parti après sur des algues pour arriver à enlever un peu ce côté-là. Mais c'est plus dans ce sens-là qu'on va chercher des expériences. Je travaille avec des fournisseurs locaux qui font des choses très très bien, hein, voilà. Mais il faut qu'ils fassent très bien. Quelque chose me dit qu'on n'y est pas encore. Mais il y a du progrès, progrès, mais on n'y est pas encore. Voilà. Quand vous vous projetez, vous voyez comment, vers où vous avez envie d'emmener ce lieu, cette cuisine, et vous, finalement? Comme je vous disais, moi, je pense que les créas existeront toujours. Et heureusement, parce que c'est un endroit magique, enfin, on est tous fiers de travailler ici. Je veux juste qu'ils brillent. Je veux juste que, voilà, on parle des crayères avec un peu d'émotion. Et mon but, c'est d'instaurer une cuisine de base française, vraiment profondément française, avec toute cette petite subtilité de quelques touches étrangères, d'épices, ou de légumes oubliés, ou de techniques de cuisson oubliées, et que les crayères brillent, quoi, simplement. Et puis aussi que mes équipes soient fières de ce qu'ils servent, de ce qu'ils font en cuisine, des efforts qu'ils font, parce qu'ils font des efforts, hein, faut pas rêver, les gamins, c'est pas le bagne, hein, heureusement, c'est pas ce qu'on veut, mais ils savent qu'ils ont pas beaucoup de latitude. Si c'est pas comme je pense qu'il faut, ça va pas sortir, ça va retourner. Donc ça, et c'est l'exigence aussi que je veux leur inculquer, qu'ils soient fiers de leur travail, qu'ils apprennent aussi, et qui après deviennent aussi des porte-parole, des gens qui vont instruire, les équipes qui vont avoir. Parce que moi, j'ai eu cette chance, en fait, qu'on me transmette, qu'on m'apprenne mon métier, et maintenant, c'est ma mission, c'est aussi ça. Mais vous avez eu combien d'étoiles, vous? Je sais pas. J'y pense, là, mais j'y pense en pensant à ma question. On peut être parfait? Est-ce que je me pose la question en vous écoutant, là, selon vous? Est-ce qu'on peut être parfait? Non. Y tendre, oui. En fait, c'est une école un peu d'exigence et de rigueur, mais tout en étant agréable. On sait que ça va être apprécié si on le fait parfaitement, vous voyez? Et puis, on va être en conscience. Pour moi, ça, c'est important. On sera jamais parfait parce que la perfection n'est pas humaine. Hein. On sera toujours imparfait, mais essayons d'être le plus parfait dans l'imparfait.
Ma dernière question, elle va pour celles et ceux que vous avez évoqués. On a commencé forcément par parler de vos parents, puis de votre épouse, puis de votre fille. Vous avez plusieurs enfants ? 2. 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ? Parce que c'est une carrière que vous avez menée avec une espèce d'endurance. C'était compact, ça s'est pas trop arrêté cette histoire. Il y a des chefs qui ont des moments de creux, il y a des chutes. Vous avez quand même maintenu une espèce de constance. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments difficiles, forcément il y en a. Bien sûr, il y a toujours des moments difficiles. Mais globalement, vous êtes un peu un marathonien. Et vous avez des gens qui vous accompagnent, qui sont là lors des ravitaillements. Vous les croisez forcément. Quel regard vous portez sur eux et sur votre entourage aujourd'hui ? Le parcours n'est pas fini, hein. On n'est pas encore à la ligne d'arrivée. Oui. Et encore, on sent qu'il y a encore, il y a encore un il y a peu encore d'énergie. des trucs dans les jambes. D'abord, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de rencontrer ma femme, d'avoir mes enfants, et j'ai eu de la chance qu'on me confie aussi des projets très très intéressants. Mais votre femme et vos enfants, ils ont compris ces projets ? Vos enfants, c'est Ma compliqué. femme, oui. Mes enfants, c'est plus compliqué. À l'adolescence, c'est plus compliqué. Ouais. Mais ce que je comprends, j'étais pas là. Sauf que les week-ends, j'étais là. C'est-à-dire que j'ai toujours privilégié ma famille le week-end qu'autre chose. Alors, je fais pas partie d'associations diverses de cuisiniers parce qu'en fait, pour moi, le week-end, c'était uniquement ma famille parce que c'était très très important pour moi. C'est mon équilibre en fait. Hein. Donc j'ai mis plus de temps que les copains et chefs, certainement, parce que aussi pour moi, cette part-là est vraiment importante. Quand ils étaient jeunes, mes enfants n'ont pas compris, mais normal. Voilà. Maintenant, ils le comprennent mieux. Je pense que je suis très fier d'eux aussi dans leur choix de vie, dans leur implication, dans leur ils cuisinent. Les deux cuisinent, c'est pas leur métier. Ah. Ils adorent cuisiner, ils sont conscients aussi de la qualité. On leur a transmis ça quand même. Pour moi, c'est important. Est-ce qu'ils ont ces valeurs que vous aviez, que vous-même vous avez un petit peu hérité, qui ont un peu guidé vos premiers pas, de la valeur du travail bien fait, On sent que c'est quelque chose qui vous a habité, vous avez dû le transmettre. Ouais. Ils sont un peu intransigeants, ouais. C'est-à-dire que je me casse. T'es bien la fille de ton père. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, je trouve qu'ils font des bons choix, donc je suis vraiment content et heureux pour eux. Et après, moi, tout seul, j'aurais pas fait grand-chose si j'avais pas eu mes équipes, hein, parce que j'étais un peu, exigeant. Et j'ai la chance d'avoir eu des équipes merveilleuses et de pouvoir remporter mes challenges grâce à eux. Et j'en suis conscient, je le sais très bien. Hein. Et des deux côtés, hein, que ce soit cuisine ou service. Hein. Un restaurant, et ça c'est encore un enseignement, mais un restaurant c'est une équipe, vraiment. C'est de l'accueil téléphonique au départ au voiturier. Tout ça, ça fait partie de l'équipe. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas d'équipe, ça vous est très dur de réussir. Moi j'ai la chance d'avoir des équipes qui me suivent. Et puis d'arriver peut-être à fédérer aussi les équipes par l'échange, par le dialogue, par le respect de l'humain, mais aussi en est maintenant éveillé. C'est-à-dire que je suis capable de changer un plat comme ça. De bousculer un peu les choses. Je veux pas qu'on s'installe dans une routine. La routine pour moi c'est assez négatif en fait. Hein. La routine ça devient l'ennui. Je suis trop jeune pour ça. C'est ce que j'allais dire. Vous l'avez jamais vraiment connu, c'est pas vraiment votre genre. Non. Je veux qu'on reste éveillé. Voilà. Et ça c'est important. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Je ne sais pas quel effet vous laisse cet échange, chers auditeurs, chères auditrices, mais moi je suis sorti touché par ce récit du chef Christophe Moret. Touché par son engagement. Un engagement total, sans zone d'ombre. C'est avec ou sans lui. Et finalement, au fil du récit, soit il embrasse, soit il laisse, mais rien n'est à moitié. Et partout où il reste, il accomplit la mission. Car longtemps il y a eu ça dans chaque journée, accomplir la mission qu'on lui avait confiée. Comme un soldat 3 étoiles, il y a d'ailleurs un mot pour ça, on dit général. Bras armé d'Alain Ducasse, pour lui, il a relevé les challenges, tenu des propositions inédites ou maintenu des institutions au sommet. Et quand on discute avec Christophe Moret, on sent qu'il n'a peut-être jamais vraiment scié. Dans ces moments-là, on sent qu'on s'est appuyé sur lui, avec la certitude qu'il ne pourrait pas lâcher. Car il est de ces blocs qui ne peuvent se renverser. Maintenant, en revanche,
c'est en son nom qu'il doit s'exprimer et l'homme n'est plus si monolithe. On sent qu'il s'interroge, qu'il creuse, que le domaine des crayères va lui offrir l'occasion de trouver son trait. Pas comme un statut définitif ou un épitaphe de cuisinier, mais plutôt comme l'aboutissement d'un marathon, quand finalement le temps et les étapes ont disparu et que la foulée devient sienne, naturelle, qu'elle va, sans le dire, plonger pour se nourrir en soi. Traversant les filtres, rebondissant sur Nice, Saint-Jean-de-Luz, Monaco, évoquant le Plaza ou le Royal Monceau, mais finalement pour raisonner avec Christophe Moret. Merci, chef, pour votre accueil et pour cette parenthèse si délicate en votre domaine. Merci à vos équipes aussi pour leur bienveillance, leur professionnalisme et pour leur écoute aussi, car désormais, où que j'aille dans les brigades ou en salle, j'ai le plaisir de trouver parmi vous de fidèles auditeurs et auditrices. Merci, bientôt ce sera votre tour de passer devant ce micro. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'oubliez pas, chers amis, de laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est essentiel pour moi, ça permet de faire découvrir ce podcast et surtout les histoires de celles et ceux qui me les confient. Lundi, mercredi, vendredi, vous le savez, 3 fois par semaine, on a rendez-vous ici. Alors à très vite, prenez soin de vous, cuisinez, allez chez Christophe Moret et parlez à la table d'à côté de votre podcast préféré. Salut!